Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je vous en ai parlé en vlog il me semble, et dans la dernière vidéo je suis très en retard sur les updates lecture. J'ai beaucoup lu au mois de février et comme j'ai dû tourner des vidéos d'avance avec le déménagement tout ça, je pouvais pas faire autant d'updates que je voulais. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais de quoi tourner un update, je pouvais plus parce que mes bibliothèques étaient vides, parce que c'était le déménagement, etc. Et quand j'ai pré-filmé les vidéos, j'avais pas lu les livres. C'est pour ça que j'ai autant de retard en termes d'update. Mais je vais essayer de rattraper tout ça, et même si j'ai lu effectivement 28 livres en février, ça fait un peu... Enfin, vu qu'il y a 2 tomes de certaines sagas qui se suivent à chaque fois, je vais les présenter en une fois, c'est ce qui va se passer. Ici, ça diminue le nombre d'updates que j'ai à filmer, parce que logiquement, 28 livres divisé par 4, ça fait 7 updates. Mais j'ai pas 7 updates à filmer, puisque il y a des updates dans lesquels je vais vous présenter 5, 6 livres, ça va être le cas aujourd'hui comme je disais. Bref, ça c'est pour mon organisation personnelle, mais tout ça pour vous dire que si vous avez suivi les vlogs, c'est des livres que j'ai lus il y a un moment, et mes souvenirs datent un petit peu, et c'est en fait c'est pas tant le temps qui s'est passé, mais aussi tous les événements qui se sont passés qui en fait que ça a remplacé un peu dans mon cerveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais quand même essayer de faire appel à mes souvenirs et de vous présenter les livres correctement. Le premier pour aujourd'hui, c'est La Maison des Secrets, le tome 1, Les Lunettes Magiques de Jacqueline West. Je vous en ai un petit peu parlé dans la page du mois de mars, puisque j'ai mis le tome 2, et en vlog évidemment. J'ai pas été très emballée par ce livre-là, je dois bien vous avouer. Mais j'ai quand même été au bout, et je vais quand même tenter le tome 2, même si c'est pas une très grande priorité sur le mois de mars, je vous avoue. Ici on va suivre Olive, une jeune fille de 11 ans, c'est marqué derrière, j'allais dire 9-10 ans, oui, j'étais pas très loin. Bref, 11 ans. Et au tout début du livre, elle emménage avec ses parents dans une espèce de vieille maison, une espèce de vieux manoir dans une rue avec d'autres maisons, évidemment. Ses parents sont mathématiciens et mathématiciennes, c'est assez répété. En fait, la présentation du personnage au début est très bizarre, parce qu'on te la présente comme la fille de 2 grands professeurs hyper réputés, hyper cool et tout, et puis elle est nulle en maths, elle y comprend rien. C'est vraiment comme ça qu'on te présente le personnage principal que tu vas suivre. Elle découvre cette maison. Ses parents la laissent livrer à elle-même parce qu'eux ils ont d'autres trucs à faire, ils sont hyper importants, hyper intelligents, ils travaillent, ils ont pas le temps. Et puis t'as le sentiment qu'ils ont encore moins le temps pour elle, parce que de toute façon elle ne comprend rien en maths, donc ça sert à rien. Vraiment, j'ai eu cette impression là, et je trouve ça dommage de présenter un personnage principal comme ça. Et alors, pour rappel, moi j'ai fait des études de mathématiques, et j'ai fait une licence de mathématiques et un master de programmation. Je vois pas en quoi avoir des parents matheux c'est incompatible avec une enfant qui préfère lire et imaginer des choses et peindre, parce que c'est un peu son cas. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement violent pour elle, alors même que je suis matheuse. Vous voyez, j'aurais pu être du côté des matheux, mais c'est pas le cas. Enfin, bref, et du coup, suivre ce personnage qu'on te présente quand même très négativement, c'est bizarre. Mais bref, on la suit, c'est les grandes vacances d'été pour elle, il me semble. En tout cas, elle est en vacances pendant tout le temps du livre. Et en gros, elle va un petit peu être livrée à elle-même, comme je disais, déambuler dans la maison, se débrouiller par elle-même, etc. Et elle va comprendre assez rapidement qu'il se passe quelque chose de bizarre avec les tableaux de la maison. Et elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui se passe a un côté fantastique, ça a un côté merveilleux, c'est peut-être pas le mot, parce que c'est assez sombre ce qui se passe, mais c'est imaginaire, en tout cas, vous voyez, c'est pas rationnel, et on a un petit peu cette dualité, cette opposition entre la rationalité des mathématiques pures et ce que Olive va découvrir dans les tableaux, du côté fantastique de la maison. C'est une très vieille maison, et la particularité c'est que quand ses parents l'ont acheté, ils l'ont acheté en l'état, avec tous les meubles dedans. Et ses parents n'ont pas pris le temps réellement de déballer leur carton et de s'installer, et donc la maison est telle que l'ancienne propriétaire l'a laissée à sa mort, puisque malheureusement s'ils ont acheté la maison, c'est que la propriétaire est décédée. Et donc voilà, on va suivre Olive qui essaye de comprendre ce qui se passe. Elle est vraiment toute seule, livrée à elle-même, du haut de ses 11 ans. C'est une bonne histoire, mais pas racontée de la manière dont j'aurais aimé. C'est-à-dire que Olive va faire plusieurs découvertes dans la maison, et moi, avec mon côté rationnel,
très probablement. J'avais envie d'enquêter, j'aurais aimé aller chercher des renseignements, des informations sur ce qui s'est passé avant dans cette maison, sur qui y vivait, qui y a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a construite, etc., etc. Et Olive n'enquête pas du tout là-dessus. Elle fait pas les choses comme moi je les aurais faites et comme moi j'aurais aimé les faire et les lire. Et du coup, bah, je lis pas ce que j'ai envie de lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même 2-3 infos par-ci par-là au bout d'un moment, mais pas comme je l'aurais aimé, ça se passe pas comme j'aurais voulu, il n'y a pas l'enquête que j'aurais aimé, il n'y a pas cette envie de savoir de Olive. C'est très bizarre. Et pourtant, elle continue à déambuler dans la maison, à essayer de comprendre ce qui se passe, mais elle enquête pas vraiment. Et moi, ça m'a manqué ce côté enquête, ce côté découverte, ce côté recherche. C'est ça que je voulais. Et il n'y a pas. Mais bon, j'ai quand même été au bout parce que même si elle le fait pas de la manière dont j'aurais aimé qu'elle le fasse, on a quand même les infos à un moment donné ou à un autre, et donc on a quand même les réponses que j'attendais et que je voulais. C'est pour ça que j'ai été au bout. Je vais quand même lire le tome 2 et je vais essayer finalement de le lire assez rapidement, ce serait quand même mieux. Le tome 2, c'est le livre des sorts, ce qui fait extrêmement penser aux sœurs Halliwell, on va pas se mentir. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma faim et un petit peu déçue. Mais c'est un tome 1, peut-être que ça ira mieux dans la suite de la saga, je verrai. Ensuite, j'ai lu L'île au manoir de Estelle Faye. J'ai aussi parlé d'Estelle Faye dans la dernière vidéo, puisque j'ai mis un de ses livres dans ma Spring Pal. J'ai été très agréablement surprise ici, pas tant par la plume de l'autrice. Alors, je ne nie pas que la plume est très belle, et c'est une écriture... Enfin, tu vois que c'est recherché comme écriture, alors même que c'est un livre pour enfants, ça c'est très cool. Mais c'est surtout la construction de la narration, la manière dont les personnages sont construits, la manière dont les personnages échangent les uns avec les autres, et la manière dont l'univers va petit à petit se dévoiler. J'ai trouvé ça hyper cool. Vraiment, ici on suit un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, peut-être que je l'ai écrit, Adam, qui vit donc sur une île. Française, hein. C'est une île française, c'est juste que c'est un peu excentré du continent, mais c'est une île française, enfin du continent. C'est autour de la métropole, vous voyez, mais c'est une île quand même. Bref, donc il vit là-bas, il est habitué à vivre là-bas, etc. Il y a régulièrement des tempêtes, du vent, de la pluie, les habitants sont habitués, c'est ok. De temps en temps, l'île est coupée du continent justement, mais ça dure jamais très longtemps, tout le monde est habitué. C'est une petite île, peut-être de Bretagne, je ne sais pas, écoutez, bref. Et au début du livre, Adam voit sur la plage une silhouette vêtue de blanc, avec une espèce de voile, de robe, ça fait un peu penser à la Dame Blanche, mais c'est pas vraiment la Dame Blanche. Donc il la voit au loin sur la plage, mais le temps qu'il sorte de son lit, descende de sa chambre et regagne la plage, la silhouette a disparu. Faut quand même préciser qu'il s'est cassé la jambe ou la cheville, je ne sais plus, et donc il a un plâtre qui se déplace pas hyper facilement, mais le temps qu'il arrive, elle a disparu. Et à partir de là, il va être un petit peu obsédé par cette apparition. Est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il n'a pas arrivé, est-ce qu'il l'a vraiment vu? Il va en parler à ses meilleurs amis à l'école et ils vont ensemble enquêter. Et là, ici, on a vraiment l'enquête telle que moi je l'aurais fait et telle que j'ai aimé la lire. En fait, les enfants vont essayer de découvrir qui est cette personne, qui est cette silhouette, qu'est-ce qu'elle faisait là, qu'est-ce qu'elle cherche. Et vraiment, ils vont enquêter, ils vont aller à la bibliothèque, dans les archives, dans les journaux, sur internet et tout. Vraiment, j'ai adoré découvrir cette histoire et qui est cette silhouette en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut. Vraiment, j'ai adoré cette ambiance, c'était hyper cool, c'était hyper chouette. Et c'est pour ça que j'ai acheté La Voix des Oracles de S.L. Faye, enfin je ne sais plus, bref, le livre que j'ai acheté de S.L. Faye parce que je veux lire autre chose de l'autrice et vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool. Je vous montre la couverture de plus près parce qu'elle est vraiment très belle, je trouve. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de la saga La vie de château, donc écrite par Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Himi. Donc le tome 3, c'est Un château sous les eaux, et le tome 4, c'est Monter sur scène. Dans cette saga, pour rappel, on suit Félix et... comment s'appelle-t-il déjà? Violette. Violette et Félix, donc qui sont respectivement nièce et oncle. Au tout début du tome 1, Violette a perdu ses parents dans un attentat à Paris.
Et vraiment on suit la vie de cette petite fille après cette perte, comment elle avance, comment elle se reconstruit. C'est une saga qui aborde beaucoup de thèmes et beaucoup de thématiques et il se passe quand même beaucoup de temps entre le tome 1 et ses tomes 3 et 4. Donc c'est un peu compliqué de vous donner mon avis, de vous dire ce qui se passe dans ces livres sans vous spoiler totalement. Mais je vous encourage vraiment à lire cette saga parce que je la trouve trop cool. Donc en gros ici on est au château de Versailles. On travaille l'oncle de Violette et il pleut tellement que le château est inondé, que tout est inondé et c'est un nouveau bouleversement pour la petite fille. Elle avait réussi à récupérer une routine, une vie, des marques en fait dans son quotidien et bah là tout est détruit, tout est emmené par les eaux littéralement. Et du haut de ses 9-10 ans par là, elle doit de nouveau faire face à cette catastrophe. C'est vraiment terrible. Mais c'est écrit avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'humanité en fait. C'est illustré en couleurs comme ça. Vraiment j'aime beaucoup ce livre-là, enfin cette saga-là. Et dans ce tome-là, on va plus particulièrement parler de l'amitié. Donc Violette a un meilleur ami et de l'évolution de leur amitié quand ils grandissent, avec tout ce que vit Violette et tout ce qui se passe dans leur vie respective. C'est chouette, vraiment c'est bien fait, je trouvais ça hyper doux, hyper mignon et en même temps les thèmes sont pas hyper faciles quand même, hein. Enfin on parle d'une petite fille orpheline à 9-10 ans qui se retrouve à se débrouiller comme elle peut et à faire ce qu'elle peut et c'est vraiment très touchant. Voilà, et dans le tome 4, Violette décide de participer au spectacle de l'école, donc c'est un spectacle de danse, sauf qu'elle ne sait pas du tout danser, et donc elle va devoir apprendre, se dépasser, et faire des efforts pour y arriver. Voilà, ici c'est un petit peu le dépassement de soi, la thématique dans le tome 4 je dirais. Et puis il y a toujours cette relation entre Violette et Régis. C'est pas Félix, c'est Régis. Je raconte des bêtises. Il y a toujours leur relation à eux qui évolue et puis on suit aussi d'autres points de vue. Il y a le point de vue de Violette, il y a le point de vue de Régis, il y a le point de vue du meilleur ami de Violette, des amis de Régis, des gens de l'assistance sociale qui les aident. Vous voyez, il y a plein de points de vue et ça donne vraiment une vue d'ensemble de la situation, pas que du point de vue de Violette et c'est hyper cool. Vraiment j'adore cette saga. J'ai acheté le tome 6 mais j'ai pas encore trouvé le tome 5, il faut que je le trouve. Voilà. Et on va finir cette update avec les 2 tomes de Jasmine l'apprentie vétérinaire dont je vous ai aussi parlé dans la dernière vidéo qui est donc la palle du printemps. Donc le tome 2 c'est un chiot nommé Star et le tome 3 c'est un chaton nommé Minuit de Hélène Peters. Et comme je l'ai dit, moi ce que j'ai aimé dans le tome 1 c'est le côté animaux de la ferme, animaux pas domestiques, animaux que je connais pas, animaux que je ne fréquente pas, à savoir le cochon dans le tome 1. Bah là, c'est des animaux que je connais, des animaux de la vie quotidienne que tout le monde peut avoir, que tout le monde quasiment a chez lui, un chat et un chien, vous voyez. Du coup j'ai pas trouvé ça ouf. Ici, donc un chiot nommé Star, Jasmine va trouver très près de chez elle, dans un espèce de fossé, un border collie. Il me semble que c'est un border collie abandonné. Le chiot est vraiment quasiment mort quand elle le trouve. C'est ce que je reproche aussi à la saga, c'est ce côté extrêmement dramatique, alors même que on est en jeunesse, tu te doutes bien que ça va bien finir, tu vois. C'est pas la peine d'en faire des caisses sur le côté, oh là là il est extrêmement maigre, il est extrêmement faible, il arrive à peine à ouvrir les yeux, il ne peut pas boire, Arrête d'en faire des caisses et des caisses et des caisses pour me dire qu'il est au bout de sa vie et à l'article de la mort, alors que on va le sauver, je le sais, tu vois. Enfin vraiment ça me fatigue ce côté, j'en fais des caisses pour te montrer à quel point Jasmine elle est trop forte et elle va sauver le chien. Ça me gonfle. Mais bref. Elle trouve ce chiot dans ce fossé et donc elle le ramène chez elle et avec l'aide de sa mère qui est, je le rappelle, vétérinaire, va essayer donc de sauver ce chiot. La seule chose que j'ai bien aimée ici et que j'ai trouvé bien faite, c'est que on parle du fait que des gens abandonnent des chiens, abandonnent des chiots et voilà, c'est une thématique qui est abordée ici. Alors on est du point de vue des gens qui trouvent ça horrible, évidemment, et pas du point de vue des gens qui abandonnent les chiens. Je dis pas qu'ils ont des excuses, hein, mais bref, voilà, on dénonce ça, et Jasmine va se retrouver face à cette contradiction qui est que oui, le chiot a été abandonné, mais si son propriétaire veut le récupérer, il peut le récupérer, et il va le récupérer, s'il le souhaite, il va le récupérer parce que c'est son chien, en fait. Donc même s'il l'a abandonné, ça reste son chien, donc s'il le veut, il le récupère.
Et Jasmine trouve ça horriblement injuste et je suis d'accord avec elle, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je vais pas non plus tout vous spoiler ici. Mais voilà, j'ai pas franchement aimé ce tome-là. On a des illustrations en noir et blanc dans ces livres-là également. Mais ouais, j'ai pas franchement adoré. Mais bon, j'ai quand même été au bout du tome 2 et j'ai quand même lu le tome 3 derrière, qui est donc un chaton nommé Minuit. Ici, Jasmine va découvrir dans la grange d'à côté qu'il y a une chatte qui vit avec ses 3 petits chatons, en fait. Mais elle va les déranger et elle va apporter son odeur humaine dans cette grange, ce qui va déranger très fortement la chatte et ses chatons. Et elle va partir. Ce chat va partir avec ses chatons. Mais Jasmine va découvrir que l'un des chatons est très mal en point par rapport aux autres de nouveau et que il faut faire quelque chose pour l'aider. Et super Jasmine va le sauver. Vraiment ce côté super héroïne qui sauve les chiens, les chiots et les chatons à l'article de la mort, ça me tape un peu sur le système, on va pas se mentir. Mais bref, Jasmine récupère le chaton qui va pas bien et tente de le sauver en parallèle. C'est une petite fille de 9-10 ans, donc elle essaie à chaque fois de convaincre ses parents de garder les animaux, tu vois. Parce que sa mère elle est en mode on va pas garder tous les animaux chez nous. On tient une ferme, certes, mais on va pas non plus, on peut pas sauver tout le monde, pas possible. Enfin, on peut pas garder tous les animaux, c'est pas possible à un moment donné. Donc voilà, Jasmine est un peu en mode elle essaye vraiment fortement de convaincre sa mère. Voilà, et si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser et vous donner envie de lire ce livre, je cherche l'illustration pour vous la montrer, attendez. Voilà, ce livre se passe pendant Noël. Voilà, alors Noël n'est pas au cœur de l'histoire et on n'a pas le réveillon de Noël, on n'a pas le détail et tout, mais on a quand même des illustrations, le sapin, etc. Et un sapin à Noël avec des chats. Je vous laisse imaginer le genre de scène que ça peut donner, c'est assez fun. Voilà, bref, je suis un peu agacée par ces livres, je pense que ça se sent et que ça s'entend, mais j'ai mis le tome 4 dans ma Spring Pal, je vais le lire. Je verrai ce que je fais après, mais ouais, je pense que vraiment les animaux domestiques qu'on sauve, qu'on aide, etc., je trouve ça un peu moins intéressant que le cochon et j'espère l'agneau du tome 4. Je montre par là parce que le livre est là en fait. Je peux l'attraper et vous montrer. Le tome 4 est juste là pour moi. J'ai pas encore rangé mes livres, mais ça ne saurait tarder. Bref, donc voilà, je vais avancer dans la saga, mais j'ai pas été particulièrement emballée par ces tomes 2 et 3. On va pas se mentir. Je vous ai montré donc tous les livres pour cette update, j'espère qu'il vous a plu, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.